Messieurs, dames, bonjour. Le grand musclé, une fois de plus, pour un décryptage de vidéo. Aujourd'hui, encore un peu plus de victimisation. On connaît tous la charge mentale que subissent les femmes parce que leurs hommes, apparemment à la maison, ne font rien. Ils rentrent du boulot, se mettent devant un match de foot et picolent jusqu'à pas d'heure. Donc du coup, les femmes, apparemment, seraient obligées de tout faire chez elles, sans que leur homme ne bouge le petit doigt. Voilà. Donc, excusez-moi, j'ai les yeux humides quand je pense à toutes ces femmes qui subissent la charge mentale. Désolé, madame, je suis de tout cœur avec vous. De tout cœur avec vous. Mais aujourd'hui, on a franchi une étape. On va parler de charge raciale. Voilà. Vous savez pas ce que c'est? Eh ben moi non plus. Je vais le découvrir avec vous. Allez, comme d'habitude, on regarde la vidéo et on va l'analyser après. C'est parti. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la charge raciale? C'est tout simplement le fait de s'adapter en permanence pour échapper au racisme. En gros, on modifie sans cesse son identité et ses comportements pour déjouer les stéréotypes et se prémunir des violences. C'est un poids lourd, invisible et dont on parle peu, mais qui peut avoir des conséquences graves sur la santé mentale et physique des personnes concernées. Excusez-moi, je pleure déjà. J'ai déjà les yeux qui commencent à s'humidifier. Je commence à être triste là. Allez. Mais je suis de tout cœur avec mes frères et sœurs d'autres pays, d'autres religions. On est reparti. Si je vous en parle, c'est parce que le terme apparaît dans le rapport sur le racisme qui a été publié en juin dernier par la Commission nationale consultative des droits de l'homme et que c'est plutôt inédit. Pour en parler, j'ai rencontré Douce Dibondo, écrivaine et poétesse qui a écrit tout un essai sur la charge raciale. La charge raciale, c'est le poids que les personnes racisées portent dans un contexte majoritairement blanc. Ne jamais vraiment être soi, être en hypervigilance, en anxiété raciale, en stress minoritaire. Il y a une dimension qui est historique, c'est-à-dire qui vient du passé racial, négrophobe, colonial du monde, et dont on a hérité à travers les préjugés des inconscients collectifs, autour de l'humour, autour de plein de choses, autour de comment on perçoit les personnes noires, notamment les personnes racisées. Et ensuite, cette charge raciale, elle va se diffuser, on va dire, à la fois dans les rapports qu'on a aux institutions. Donc moi, je parle d'une charge qui est interpersonnelle. Qu'est-ce que ça veut dire en fait d'aller dans un hôpital quand on a une femme noire, quand on sait qu'en fait le syndrome méditerranéen nous donne plus de risques de ne pas être écouté et pris en charge? Qu'est-ce que ça... Le syndrome méditerranéen, c'est un terme qui désigne en France le préjugé raciste consistant pour les soignants à considérer que les personnes d'origine nord-africaine, noire ou bien d'autres personnes racisées exagèrent leurs symptômes et leurs douleurs, ce qui entraîne une défense de la prise en charge médicale de ces populations. Ça veut dire de porter une capuche quand on a un jeune homme racisé ou un jeune homme des quartiers populaires arabes et quand on est face à la police. Quand je suis arrivée en France, je me suis énormément forcée à perdre l'accent que j'avais. Je suis née au Congo et donc quand je suis arrivée, on ne me prenait pas au sérieux parce que j'avais un accent dit de blédard. Donc j'ai fait en sorte tous les jours devant mon miroir de prendre les intonations qu'il fallait, les expressions, etc. Il fallait que je m'habille d'une certaine manière, il fallait que je C'est ce qu'on appelle l'intégration, ma grande, tout simplement. Forme toujours l'excellence au niveau de mes résultats. Donc ça, c'est une charge raciale aussi, de devoir convaincre et de devoir prouver justement son humanité et ses capacités. Voilà. Cette question, elle est globale. Et tant qu'on ne se réduit qu'à un champ de son étude, on perd totalement la prise de distance et la prise de recul pour mieux s'en libérer et mieux lutter. Est-ce qu'il y a un fait qui t'a marqué récemment dans l'actualité, du point de vue de la charge raciale et de tes travaux? On est bombardé littéralement d'impuissance avec ce qui se passe en Palestine. Je me suis posé la question de comment la famine devenait le déclencheur d'une empathie politique, comme s'il fallait avoir ses corps décharnés pour se soulever. Et ça dit à quel point, justement, les corps des personnes racisées, globalement, pas qu'en France, sont tuables. C'est ça la charge raciale. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle raconte?
Donc la charge raciale, pour elle, en gros, c'est l'obligation de devoir s'intégrer, de ce que j'ai compris. Attendez, on va revoir. Le poids que les personnes racisées portent dans un contexte majoritairement blanc. Ne jamais vraiment être soi, être en hypervigilance, en anxiété raciale. En anxiété raciale. Mais ces gens-là, en fait, inventent des mots. Anxiété raciale, syndrome méditerranéen. Une fois de plus, encore, davantage, se victimiser. Parce qu'à une époque où se victimiser, c'est bien. D'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire de porter une capuche quand on a un jeune homme racisé ou un jeune homme des quartiers ? Bah, qu'est-ce que ça veut dire de porter une capuche quand on est un jeune homme racisé ? Déjà, le terme racisé, mais... Il n'y a pas plus raciste, en fait, comme terme. Un jeune homme des quartiers populaires arabes ou noirs, bah, en fait, la capuche, si tu veux, tu caches ton identité. D'accord ? Donc, effectivement, les policiers, quand ils vont te contrôler, ils sont plus prompts à te contrôler toi que la personne qui a son visage non dissimulé. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de chercher des problèmes où il n'y en a pas. Ces gens-là, en fait, se mettent dans des situations où forcément, on va les considérer comme tel ou tel délinquant. Et derrière, ça vient se plaindre. Et c'est insupportable, en fait. C'est populaire arabe, et quand on est face à la police. Quand je suis arrivée en France, je me suis énormément forcée à perdre l'accent que j'avais. Ouais, mais pas l'accent que j'avais, mais c'est normal, tu t'intègres, en fait. Enfin, et même, je pense que un truc tout bête. Moi, quand j'étais enfant, j'allais en... De toute façon, l'accent, t'aurais fini par le perdre. Parce que moi, quand j'étais enfant, j'allais en Martinique. Je passais quelques mois là-bas. Tu prenais plus ou moins l'accent entier. Enfin, l'accent entier, vous m'avez compris. Je revenais en métropole. Tu le perdais. Tout simplement. Ah, la charge raciale, mais... Vous inventez des problèmes où il n'y en a pas, en fait. Ça devient insupportable. Voilà, donc maintenant, on avait la charge mentale subie par les femmes, maintenant on a la charge raciale subie par les minorités ethniques. C'est très triste tout cela, je vous le dis. Moi, ça m'attriste. Je pleure vraiment à chaudes larmes. Je vais vous montrer un autre exemple de charge raciale. Donc Dusty dans le... Oh ouais, c'est exactement le même tweetos. Dusty dans le 77, un village rural de 330 habitants. C'est pas beaucoup, vit l'enfer. Nous sommes à Duisy, un petit village rural de 330 habitants. Nous avons un souci avec une habitation qui est régulièrement louée par des gens qui organisent des fêtes. Arrête de faire le site. Si vous m'agressez, monsieur, c'est bon. J'ai eu la visite du propriétaire de la maison. Il est rentré de force chez moi et qui nous a agressé, moi et mon épouse, quoi. Duisy, c'est un village joli, champêtre, comme je dis, ou rural. C'est pas un lieu de violence, quoi. Donc voilà une maison qui sert de boîte de nuit pendant les week-ends et qui réunit jusqu'à 150 personnes dans une soirée, quoi. Donc ici, vous avez une vue directe. Vous êtes dans un petit village rural, ok, où les habitants doivent subir le bruit, les violences d'une population... Je m'arrêterai là, vous savez très bien ce que... Tout le monde sait, comme on dit. Et la charge raciale qu'il a, hein, sur le voisin. Quand vous avez des gens qui se font agresser, Et qui peuvent Ah ouais, hein, champêtre. quand vous entendez ce genre de bruit là, entrer. toute la nuit. Voilà. Tout a commencé en juin 2023. On a été surpris que des fêtes... Donc depuis puissent 2 ans, les gens être subissent ça. comme de façon aussi intempestive. Même la journée? C'est une discothèque en fait. Le but c'est d'être dans l'excès, quoi. Ici, hein, où vous êtes. Feu d'artifice. Un dimanche soir.
Il y a des chevaux, il y a de la paille, même si c'est en mois d'hiver. Un dimanche soir, les gens travaillent le lendemain. On peut être à la campagne, on voit bien qu'il y a des voisins. Comme on est directement placé en première ligne, nous, dès qu'il y a une fête, on ne dort plus. Le nombre de fêtes a commencé à être de plus en plus récurrente. On en compte 2 à 3 par mois et des fois 2 sur le même week-end. Les gens arrivent vers 1h30 du matin, repartent à 9h, 10h, un peu à toute heure. Il est 2h38, voilà le bazar d'Anduisy. Non mais c'est une blague. Donc, bon, bref, vous avez compris. Toujours la même population. Les mêmes populations. Comme dirait l'autre, c'est pas toujours la même, mais c'est souvent les mêmes. Toujours la même population, les mêmes individus qui foutent le bazar, hein, qui se disent victimes de préjugés, mais ensuite qui vont se plaindre d'être, de subir la charge raciale, etc., etc. Donc bon, on n'arrivera à rien. Ces gens-là foutent le bazar où ils sont. Et ça pleure, encore ça pleure, ça se victimise, etc., etc., etc. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine, messieurs, dames. C'était le Grand Musclé. Au revoir.